Et je vais accueillir Arnaud Bedin. Arnaud Bedin, c'est un cancérologue qui va nous rejoindre au Centre catalan d'oncologie. On est très heureux de l'accueillir et qui va nous parler des CAR-T-cells. Alors, CAR-T-cells, c'est extrêmement innovant. Il va nous montrer qu'il y a déjà des applications pratiques aujourd'hui en France. Et j'espère que le message va être simplifié pour qu'il fasse sens, parce que c'est techniquement et intellectuellement assez sophistiqué, comme vous allez le voir. Et donc, je vous présente Arnaud et Bedin, le docteur Bedin, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Ça marche. Bonjour, donc on va parler science. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple sur quelque chose d'extrêmement compliqué. Là, les CAR-T-cells, c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus moderne dans les technologies des traitements du cancer. Donc j'ai repris petit à petit les bases pour vous parler d'abord de ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, puis ensuite la thérapie génique, et après la combinaison des deux, que sont les CAR-T-cells. Alors, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est finalement, toutes ces technologies, elles ont évolué avec le temps, avec l'évolution des connaissances. Alors il y a quelques siècles, c'était la médecine de Molière, on s'occupait du corps humain, on s'occupait des humeurs, on prenait des sangsues pour traiter les patients, c'est parce qu'on ne connaissait rien d'autre. Ensuite, on a commencé à connaître les organes. Alors on est allé voir à l'intérieur du corps humain ce qui se passait, c'est le développement de l'anatomie. On a compris ces organes, où ils étaient, progressivement, quelle tête ils avaient, ensuite à quoi ils servaient. Et donc, ça a permis d'avancer un petit peu dans les traitements. Puis ensuite, on a commencé à regarder ce qu'il y avait dans les organes. Il y a eu l'apparition du microscope, on a pu voir les cellules. Ces cellules, c'est les constituants des organes. Et ces cellules, on s'est aperçu avec le temps, avec les recherches qu'il y avait, que finalement, c'était comme des petites usines, les unes à côté des autres, qui fonctionnaient ensemble, qui communiquaient entre elles, et grâce au fonctionnement de ces usines, on avait des organes qui fonctionnaient, un corps humain qui fonctionnait. Et toutes ces usines, pour fonctionner, elles ont besoin de savoir pourquoi elles sont là, ce qu'elles ont à faire, qu'est-ce qu'elles doivent utiliser comme matériel pour travailler, et elles ont donc un programme informatique, gros programme informatique qui est là, pour décider, pour montrer, pour expliquer à l'usine en question ce qu'elle doit faire. Ce programme informatique, c'est ce qu'on appelle l'ADN, c'est ce qu'on appelle le génome de façon large. En fait, cet ADN qui est compris à l'intérieur de la cellule, cet ADN a un certain nombre de sous-programmes informatiques, et chacun de ces programmes informatiques va expliquer à la cellule ce qu'elle a à faire. Et ces gènes qui sont compris dans la cellule, tant que ça fonctionne bien, c'est super. Vous imaginez bien que c'est un équilibre très fragile. Chacune de ces cellules a une fonction particulière. Et donc ces gènes, à un moment donné, ils peuvent dysfonctionner. Et ils peuvent envoyer des mauvaises informations et donner l'ordre aux usines, finalement, de travailler pas de la bonne façon. Le développement d'un cancer, c'est un peu ça. C'est d'un seul coup, ces programmes informatiques qui commencent à dérailler. Ils sont virusés, ils ne fonctionnent plus correctement. Et les usines, elles commencent à fonctionner n'importe comment. Et c'est le développement d'un cancer. Donc toutes ces connaissances, elles ont fait que petit à petit, on a développé des thérapeutiques différentes. Alors, c'est par exemple la chimiothérapie qui va aller dans tout l'organisme. Alors c'est de la médecine de Molière, améliorer ça. C'est un oncologue qui vous le dit. Ces produits-là, ils sont toxiques, ils vont aller tuer des cellules cancéreuses et puis aussi un peu des cellules normales, ce qui fait qu'il y a des effets secondaires. Et puis ensuite, il y a des thérapeutiques qui sont intéressées aux organes. Le chirurgien, un petit cancer du poumon, le chirurgien, il va opérer ce cancer, et parfois la chirurgie seule, elle suffit pour guérir un cancer. La radiothérapie, elle aussi, elle va s'intéresser à un organe. Et elle a beaucoup évolué ces dernières années, et maintenant, elle s'intéresse à des volumes de plus en plus petits. Elle est capable d'aller traiter des zones de plus en plus petites sans faire de dégâts autour. Et puis ensuite, quand on a commencé à connaître les cellules, le fonctionnement des cellules, on a vu aussi que les cellules cancéreuses, parfois, elles exprimaient des choses très particulières, des anomalies qui existent peu dans d'autres cellules normales. Donc, on a créé des traitements qui s'appellent les thérapies ciblées, ces thérapies ciblées-là, elles vont cibler des anomalies spécifiques sur certaines cellules cancéreuses.
Et puis plus récemment, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière si vous étiez là, on s'est intéressé aussi au système immunitaire, à notre système immunitaire, cette fois-ci plus traiter directement les cellules cancéreuses, mais essayer de booster nos propres défenses immunitaires pour aller tuer les cellules cancéreuses. Ça, c'est l'immunothérapie. Et bien maintenant qu'on a tout ça, on essaie d'aller encore plus loin. Parce qu'évidemment, les connaissances, elles continuent. Maintenant, on est capable d'analyser un génome d'une personne en quelques heures, en quelques jours. C'est plus très cher. Avant, ça coûtait très cher, c'était très long. Maintenant, on est capable de faire ça. Donc, on est capable d'aller plus loin sur le traitement des cancers en connaissant la génétique des cancers. Donc, il y a des nouvelles approches. Et ces nouvelles approches, pour vous les illustrer, vous expliquer simplement ce qu'est la thérapie cellulaire, la thérapie génique, pour arriver ensuite au CAR-T-cell, eh bien, je vous ai mis ce petit cycliste qui fait la tête, il n'est pas content du tout parce qu'il a son pneu avant qui est crevé et son vélo qui a une fonction particulière, il ne peut plus faire son boulot, donc le cycliste n'est pas content. Devant ça, il a 3 solutions. Soit il est vraiment pas content, il va jeter le vélo dans le fossé et puis il va s'en aller à pied. Bon, ça c'est pas trop ce qu'il devrait faire. Soit il appartient à la caravane du Tour de France et donc, en fait, son pneu il est crevé, on va pas se poser la question de la cause. On va retirer la roue complètement et remettre une roue à la place, voire on va changer le vélo carrément. Soit il est tout seul, il est dans sa campagne et il va être obligé de se débrouiller tout seul. Et là, il va essayer d'aller traiter la cause, c'est-à-dire qu'il va prendre sa petite rousse à outils, il va démonter sa roue, il va essayer de retirer le clou dans le pneu, il va ensuite regarder où est le trou dans la chambre à air, il va mettre une rustine et donc il va essayer de traiter la cause. Et thérapie cellulaire et thérapie génique, c'est ça. En gros, c'est thérapie cellulaire, la cellule est anormale, on va changer la cellule, on remet une cellule à la place. Thérapie génique, on va essayer de traiter la cause. Il y a un gène qui est défectueux, il y a un gène qui envoie des mauvaises informations à l'usine en question, et on va changer le gène. Et puis, quand on mélange les deux, quand on utilise ces deux techniques, on peut créer ce qu'on appelle des CAR-T-cells, et je vais bientôt vous expliquer ce que c'est que ces engins-là. Alors, on va commencer par la thérapie cellulaire. En fait, c'est pas si nouveau, vous allez voir, parce qu'il y a plein d'exemples qui vont vous faire imaginer ce que c'est que la thérapie cellulaire. En gros, c'est ce que je vous ai dit, on remplace des cellules déficientes par des cellules saines. Voilà. Le principe, il n'est pas très compliqué. Les cellules saines, elles peuvent venir du patient lui-même, c'est ce qu'on appelle les autogreffes, ou de donneurs, d'autres personnes qui vont donner leurs cellules à ces patients-là, ce qu'on appelle des allogreffes. Alors, je peux vous donner 2 exemples très simples hors cancérologie. Toujours notre cycliste, il a crevé, c'était la roue avant, il s'est cassé la figure, il est tombé très fort, il s'est cassé le fémur, il s'est vraiment, une grosse fracture ouverte, il a saigné, c'est terrible. Et l'orthopédiste va donc l'opérer, essayer de réparer ce fémur-là, donc il va faire ce qu'il peut avec ses clous, ses marteaux et tout ça. Et il va s'apercevoir à un moment donné que il va pas arriver à tout combler parce qu'il va manquer un morceau d'os quelque part, et ça va être compliqué pour le patient de cicatriser. Et il va aller chercher un autre morceau d'os, par exemple ici, là, au niveau de la crête iliaque, il va prendre un morceau d'os, il va le mettre sur le fémur, et grâce à ça, le patient va pouvoir guérir plus facilement. Ça, c'est une autogreffe, il a pris un morceau du patient, il l'a mis ailleurs, c'est une autogreffe. Et puis l'allogreffe très connue, c'est ce cycliste en question, quand il s'est blessé, il a beaucoup saigné, et donc il a besoin d'être transfusé. Il y a des donneurs qui ont donné leurs globules et qui ont permis ensuite de transfuser. Ça, c'est un exemple d'allogreffe, une transfusion, c'est une sorte d'allogreffe. Alors ces thérapies cellulaires, maintenant, on les utilise dans un certain nombre de domaines médicaux. Alors en cancérologie, je vais vous redonner un exemple après, mais aussi dans d'autres maladies. Par exemple, la cirrhose du foie, le foie il ne marche plus, on peut prendre un paquet de cellules, c'est-à-dire un morceau de foie, d'un autre donneur qu'on va greffer au patient, et grâce à ça, il va pouvoir vivre avec un foie qui fonctionne, par exemple. Il y a des essais intéressants sur des maladies graves neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, où on commence à faire des essais pour greffer des neurones ou des cellules qui accompagnent les neurones au niveau du cerveau pour essayer de restaurer certaines fonctions dans ces pathologies-là. Voilà, il y a toute une gamme d'utilisation de ces thérapies cellulaires. Je vais vous donner un exemple en cancérologie, en hématologie. L'hématologie, c'est ce qu'on appelle les cancers du sang. Avec un petit exemple simple, c'est
On a dans l'organisme quelque chose qui fabrique tous nos globules, les blancs, les rouges, les plaquettes, qui s'appelle la moelle osseuse. Cette moelle osseuse, elle a un gros travail à faire, hein, parce que tous les jours, fabriquer des globules, c'est un sacré travail. Et parfois, là, ça dysfonctionne. Et parfois, la moelle, elle fabrique en particulier des globules blancs anormaux, très très anormaux, qui commencent à se multiplier, à se développer partout. C'est par exemple ce qu'on a dans des leucémies. Voilà, c'est des maladies qui peuvent être graves, qui peuvent être voire mortelles parfois. Et pour ces patients-là, ce qu'on peut faire, c'est on va prendre de la moelle à un donneur. C'est des gens volontaires qui vont donner leur moelle. On va prendre un peu de cette moelle. Évidemment, on ne va pas lui piquer toute sa moelle, on va lui en laisser, on en prend un peu. On va cultiver ensuite cette moelle pour qu'il y en ait suffisamment. Voilà. Le patient, lui, de l'autre côté, on va le traiter par des très hautes doses de chimiothérapie et de radiothérapie pour lui enlever toutes ces cellules malades. Et puis, on va lui réinjecter la moelle saine. Ça, c'est un exemple d'allogreffe qui marche assez bien. Ça guérit certaines leucémies. La petite chose un peu compliquée, c'est qu'il faut trouver des moelles compatibles les unes avec les autres. Alors ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est de la technique. Mais globalement, on peut, grâce à ces thérapies cellulaires, guérir des patients. Voilà, j'espère que déjà ça, c'est clair. Thérapie cellulaire, on change la roue, il y a des cellules anormales, on les retire, on en met d'autres. Okay ? Maintenant, on va passer à thérapie génique. J'aime bien, thérapie génique, c'est fantastique. Parce que c'est l'avenir aussi. La thérapie génique, là, cette fois-ci, c'est plus la cellule qu'on change. Là, cette fois-ci, c'est le gène qui est malade. Voilà. Donc, on va introduire du matériel génétique là où il y en a besoin. D'accord ? Vous me suivez jusqu'à là, ça va ? Bon, c'est bien. Alors là, c'est complexe, par contre. Là, on arrive quand même dans une technologie plus complexe. C'est un peu plus difficile que je perds des globules rouges, hop, je remets des globules rouges de l'autre côté. Là, c'est un petit peu plus difficile. Il va falloir 3 éléments. D'abord, il va falloir être en capacité de déterminer quels sont les gènes qui sont malades. Essayer de comprendre quelles sont les anomalies. Alors, comme je vous disais, maintenant, on est de plus en plus capable de faire ça, d'analyser les génomes des patients. Voilà. Donc, finalement, c'est assez simple. Ensuite, on est capable maintenant de reconstituer des gènes, de les fabriquer. On sait faire ça aussi. Un gène anormal, on est capable, avec des appareils spécifiques, de reconstruire un gène normal. La problématique va être d'introduire ces gènes, donc ces petits bouts de programme informatique, dans les cellules malades. Et là, on va utiliser quelque chose que la nature a fait pour nous empoisonner la vie au départ, mais qui finalement nous sert bien, ce sont les virus. Les virus, ils ont cette capacité à introduire leur propre génome dans nos cellules. Quand vous avez un gros rhume, par exemple, c'est des virus qui arrivent dans votre sphère auréale, dans vos poumons, et qui vont aller à l'intérieur de vos cellules, mettre leur propre génome, leur propre programme informatique dans votre ordinateur, dans les ordinateurs de vos cellules, et faire en sorte que ces cellules deviennent anormales, par exemple, qu'elles se mettent à produire beaucoup de mucus, donc vous avez le nez bouché, les oreilles bouchées, voilà, des choses comme ça. Elles vont être aussi un peu anormales, du coup, ces cellules, donc l'organisme va réagir contre, donc vous allez avoir de la fièvre, et ainsi de suite. Donc cette propriété des virus, on va pouvoir l'utiliser, puisque ces virus sont capables d'injecter du génome, de l'ADN dans des cellules, on va l'utiliser. Alors évidemment, on va les inactiver, on va les rendre inoffensifs, on ne va pas donner la grippe aux patients, ils ont déjà le cancer, on ne va pas leur donner la grippe en plus. Donc on va les inactiver, on va mettre à l'intérieur de ces virus les morceaux d'ADN qui nous sont utiles, et ensuite on va les amener là où c'est utile. Alors soit par voie locale, par exemple sur certaines maladies neuromusculaires génétiques, on est capable d'injecter dans le muscle les virus directement pour qu'ils fassent leur travail, ou par des voies plus compliquées, par des perfusions et autres. Voilà. Donc il y a par exemple des traitements dans la myopathe du chêne, vous avez peut-être entendu parler de ça au Téléthon, où on a des produits comme ça de thérapie génique, où on va pouvoir faire des injections dans les muscles de ces médicaments qui emmènent les bons gènes au bon endroit. Il y a par exemple aussi, pas très loin d'ici, à Montpellier, un essai en cours sur la mucoviscidose, par exemple, cette maladie des poumons, où ils sont en train de tester avec des inhalations de virus pour amener les bons gènes au niveau du poumon, par exemple. Ça, c'est la thérapie génique. Alors maintenant, on va aller à l'étage au-dessus.
les CAR T-cells, où on va en fait utiliser les deux technologies. Si on parle de cancer, je vous ai dit, le cancer, c'est avant tout des anomalies du programme informatique et des cellules qui se mettent à se développer partout en nombre important, qui vont être capables de dépasser la limite des organes, d'envoyer des cellules ailleurs, faire des métastases, des choses comme ça. Et ces cellules cancéreuses, elles ont aussi une autre particularité, et ça, c'est un vrai problème qu'on a depuis longtemps avec ces cellules cancéreuses, c'est qu'elles se cachent vis-à-vis du système immunitaire. Normalement, on a des globules blancs qui sont là pour, quand une cellule anormale se promène, elles reconnaissent que cette cellule est anormale et elles vont détruire cette cellule. Voilà, les globules blancs, ils sont là pour ça, surtout certains qui s'appellent les lymphocytes T en particulier. Ils sont là pour ça, ils surveillent en permanence, ils voient une cellule anormale, une cellule étrangère, ils vont la détruire. Les cancers, eux, la plupart d'entre eux, ils ont acquis cette capacité à se masquer. C'est un peu la cape d'invisibilité de Harry Potter, là. Voilà, les lymphocytes passent à côté, ils ne voient pas les cellules cancéreuses. Et il peut y en avoir beaucoup, ils ne les voient pas. L'idée là, c'est de faire en sorte que ces lymphocytes, ces globules blancs, puissent de nouveau voir ces cellules cancéreuses pour aller les détruire. Ben, les CAR T-cells, c'est ça. En gros, les CAR T-cells, c'est on va chez un patient donné, donc c'est de la thérapeutique patient par patient, c'est plus la même thérapeutique pour tout le monde, c'est patient par patient. On va aller prendre ces globules blancs, ces fameux lymphocytes T. On va les prendre, ça c'est de la thérapie cellulaire, on va les prendre et on va les réinjecter au patient, ce que je vous disais tout à l'heure sur thérapie cellulaire. Et on va les transformer avec la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces globules blancs, ces lymphocytes, tout à coup, ils se mettent à exprimer à leur surface des petits éléments qu'on appelle des récepteurs. Le vrai nom, c'est des récepteurs chimériques, c'est leur nom scientifique. Et ces récepteurs chimériques, ils vont être en capacité, eux, d'aller se fixer sur des parties de la cellule cancéreuse et permettre du coup au lymphocyte de faire son boulot. Donc, on prend les lymphocytes d'un patient, on met à l'intérieur un gène spécifique qui va permettre à la cellule, au lymphocyte, de fabriquer ces fameux récepteurs à la surface. Ensuite, on cultive ça, on fait en sorte qu'il y en ait beaucoup de lymphocytes. C'est ça les CAR T-cells. C'est ces lymphocytes qui ont été modifiés, transformés par la thérapie génique. Ensuite, le patient, on va lui faire une bonne dose de chimiothérapie pour éliminer ses propres défenses immunitaires pour pas qu'il y ait une bagarre entre les lymphocytes qu'on va réinjecter et puis ceux qui existent déjà. Et on va administrer ces CAR T-cells au patient. À ce moment-là, ces globules blancs qu'on lui a réinjectés, ils vont être en capacité de reconnaître les cellules cancéreuses et ils vont aller tuer les cellules cancéreuses de façon, la plupart du temps, extrêmement efficace. Tellement efficace d'ailleurs que parfois il y a des effets secondaires importants, c'est-à-dire que c'est tellement efficace, ça casse tellement de cellules cancéreuses en une seule fois que du coup ça libère dans l'organisme des tas de substances toxiques contenues dans les cellules cancéreuses et que parfois il y a des effets secondaires un peu compliqués à gérer. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette technologie-là, elle va être faite patient par patient, type de cancer par type de cancer. Alors, c'est à la fois futuriste mais aussi d'actualité. Aujourd'hui, il y a déjà des traitements qui existent avec des CAR T-cells, essentiellement dans les cancers du sang, certaines leucémies, certains lymphomes, certains myélomes. Pas encore dans les cancers, ce qu'on appelle les tumeurs solides, les cancers du poumon, du sein, du côlon et tout ça, parce que c'est technologiquement un tout petit peu plus compliqué pour l'instant, mais ça va venir. Mais voilà ce que vous verrez petit à petit apparaître sur les traitements du cancer. Aujourd'hui, il y a dans le monde à peu près 40 000 personnes qui ont été traitées. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais vous comprenez bien qu'il faut que ça soit patient par patient, anomalie génétique par anomalie génétique. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a à peu près 4 000 patients en France sur les 40 000 traités dans le monde. Depuis 2018, on a commencé à avoir les premiers patients traités par CAR T-cells. Il faut des centres spécialisés, bien sûr. Pas tout le monde est capable d'aller chercher les lymphocytes, de traiter les patients et tout ça. Donc il y a à peu près 40 centres agréés en France pour faire ça. Et puis ce sont évidemment des technologies aujourd'hui extrêmement chères. Hein. Ça vaut à peu près 350 000 € le traitement, voilà, dans ces eaux-là.
Évidemment, parce que comme c'est patient par patient, que c'est des technologies extrêmement compliquées à mettre en œuvre, ben oui, c'est très cher. Mais on peut espérer que dans les 5 à 10 ans à venir, on ait une expansion très importante de cette technologie-là, avec vraiment des traitements adaptés, cette fois-ci patient par patient. Et ça, c'est un magnifique message d'espoir, c'est-à-dire qu'on a déjà, je vous ai montré avant, l'évolution de toutes les thérapeutiques qu'on a déjà en main. Maintenant, avec ces thérapies-là, on peut espérer que dans les 5 à 10 ans à venir, on ait déjà fait aussi un progrès majeur là-dessus. Et si vous voulez vous rassurer sur ce sujet, vous allez regarder les cours de la bourse sur les sociétés qui font les carticelles et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espoir à attendre. Voilà, j'ai essayé d'être simple, j'espère que ça a été à peu près clair. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je vous écoute si vous avez des questions à poser. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci, c'était limpide. Enfin, pour j'espère. Moi, on va voir si ça... Mais franchement, il y a un effort de simplification qui était un gros travail. Donc je te remercie vraiment pour le travail de simplification qui n'était pas simple. Et je pense que tu as quand même rendu ces informations accessibles. Et c'est vraiment des thérapies... Quand je vous disais qu'on allait guérir au XXIe siècle, à la fin de ce siècle, le cancer, ce sera sûrement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est dans chaque établissement où on a à traiter le cancer, des petites unités mobiles où on puisse séquencer le génome du cancer d'un patient, trouver les cibles en le séquençant de façon rapide, les cibles, les nombreuses cibles. Alors là, c'est simple dans les leucémies, quand il y a une seule cible, quand il y a plusieurs cibles, il faut adapter un anticorps à une cible, un deuxième, donc ça peut être des bis-anticorps, tri-anticorps, et dans un temps compatible au traitement, après avoir séquencé son génome, fabriquer ce genre de lymphocytes, de le réinjecter au patient. Le patient est guéri, on passe à un autre patient. Et ça, il est fort probable que dans les 30 à 40 années à venir, on ait dans tous les établissements de santé ces petits modules qui nous permettent de séquencer le génome, trouver les cibles responsables, sensibiliser les lymphocytes des patients, les réinjecter, on guérit le patient et on passe à autre chose. Ça, il y a le Paris-Saclay Cluster qui organise ça aujourd'hui. Paris-Saclay Cluster, c'est un espace où il y a des PME, des grands groupes et un pôle universitaire. Tous ces gens travaillent entre eux. C'est des start-up en fait, et ils sont en train de développer dans des carticelles des projets absolument fous, parce que des chercheurs, des universitaires rencontrent des grands groupes industriels, de la pharmacie industrielle, des petites PME innovantes qui vont apporter de nouvelles méthodologies de travail, et ça entraîne une espèce d'émulation intellectuelle et d'activité autour du cancer absolument remarquable. Et donc voilà les vrais progrès que feront la cancérologie, et je trouve que tu l'as très bien expliqué, je te remercie encore une fois. Et on va passer aux questions. Oui, c'était vraiment un très beau travail de simplification. Bonjour docteur, j'ai écouté attentivement effectivement votre exposé. Je suis atteinte d'un cancer du côlon depuis 2021. En 2021, on m'a enlevé 40 cm de côlon, 18 ganglions, dont une métastase. Pendant un an, tout allait bien. Fin 2022, malheureusement, d'autres cellules cancéreuses ont évolué et se sont greffées sur le foie. Suite à ça, j'ai eu plusieurs séances de chimiothérapie, puis un arrêt de la chimio à l'hôpital, mais ensuite en cachet. Et en 2023, récidive, métastase sur le foie. Donc on a dû m'enlever 5 métastases au foie à l'ICM de Montpellier. Et ensuite de ça, j'ai à nouveau fait 6 séances de chimiothérapie. Et l'année dernière, fin 2024, puisque je suis suivie régulièrement entre Perpignan et Montpellier, on m'a à nouveau trouvé des nodules sur les poumons. C'est-à-dire que du cancer du côlon initial, ça a migré sur le foie et ensuite les poumons. Aujourd'hui, j'entame un nouveau protocole de chimiothérapie à l'hôpital de Perpignan. J'en ai pour 12 séances de chimio.
Et je voulais savoir, vous avez parlé du cancer du côlon en disant qu'encore il n'y avait pas de CAR-T-cell, de programme de CAR-T-cell qui était effectué sur la recherche du cancer du côlon. Est-ce que sur Montpellier, est-ce qu'il y a des recherches, comment dirais-je, où on pourrait faire de l'expérimentation ou pas du tout? Quels sont les 40 centres en France où il y a cette expérimentation des CAR-T-cell? Parce que je veux bien en bénéficier si c'est possible. Alors, d'abord, je suis désolé pour tout ce qui vous arrive. C'est une histoire compliquée, mais hélas trop fréquente malgré tout, qui montre bien qu'on a besoin encore de faire des progrès. Je ne vous avais pas dit qu'il n'y avait rien ou que ça ne marchait pas sur le côlon. Je vous dis que pour l'instant, c'est encore à l'état de recherche précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments disponibles pour ces pathologies-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de recherche dessus. D'accord ? Comme je vous ai dit, ce sont des technologies extrêmement complexes, donc c'est des études qui sont vraiment difficiles à mettre en œuvre, qui se font un peu partout dans le monde. Je n'ai pas de réponse à votre question sur Montpellier, je ne sais pas. Vous avez des sites qui vous permettent de savoir exactement ce qu'il y a comme protocole, en particulier un site américain sur lequel tout est répertorié sur les recherches dans le monde, qui s'appelle clinicaltrial.gov. Vous pouvez regarder vous pouvez trouver là les protocoles en cours. Je crois que notre gouvernement était censé nous mettre en France un site où il y avait les protocoles, mais je ne sais pas où ils en sont là-dessus. Je ne sais pas. Mais je crois que si vous avez ce type de questions, c'est intéressant aussi de les poser aux oncologues de Montpellier, de leur demander s'ils ont des protocoles en cours dessus. Merci en tout cas pour cette question. Est-ce que d'autres questions? Oui. Oui, moi j'aurais voulu savoir si je vais parler d'un cas beaucoup plus général. Vous savez qu'avant chaque chimiothérapie, on est amené à faire une prise de sang pour savoir si on a le nombre de globules suffisant et le nombre de plaquettes suffisant. Donc tous les globules blancs différents sont vérifiés. Et je voudrais savoir si on peut faire un parallèle entre ces globules blancs qu'on surveille avant chaque chimio et ces fameux lymphocytes dont vous parlez, parce que moi, il m'est arrivé avant ma chimio d'être boosté au niveau des globules blancs avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, du fulcia, me semble-t-il. Le facteur de croissance, oui. Oui, voilà, donc pour me booster ces globules blancs. Et donc, et alors, est-ce que quand on booste les globules blancs, ça peut améliorer les choses? C'est ça votre question? Ça m'a permis de faire ma chimio. Oui, parce qu'en fait, les globules blancs sont très importants pour lutter contre la partie infection, les bactéries en particulier. Mais c'est pas les concernés peut-être. Les lymphocytes en font partie, hein, c'est toute la lignée des globules blancs. La seule limite, c'est qu'on peut booster très fort les lymphocytes. Les lymphocytes T en particulier, il n'en reste pas moins que ces lymphocytes, ils sont aveugles par rapport aux cellules cancéreuses. Oui, c'est ça la grande problématique. Ils sont fortement en baisse après la chimio. Ils remontent après. Mais même s'ils sont très hauts, la plupart du temps, et une des problématiques qu'on résout partiellement avec les immunothérapies maintenant, c'est justement de lever ce côté aveugle. C'est-à-dire qu'on peut en avoir des centaines de millions de lymphocytes, s'ils ne voient pas les cellules cancéreuses, ils ne font pas leur travail. Merci. Une question. Oui, bonjour docteur. Merci pour cette présentation très vulgarisée, mais qui aurait tendance à rendre sympathique le procédé. Ma question est un petit peu en marge, quoique, de votre intervention. On sait très bien que les progrès qui sont évidents à l'exposé que vous avez fait sont en général le résultat de chercheurs multidirections, multi-pays, etc. Alors ma question, elle est peut-être bête, mais je la pose quand même. Par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis, sachant que les États-Unis sont quand même une source d'innovation, de recherche importante, est-ce qu'il risque d'y avoir vous n'avez pas forcément la réponse, de la rétention de la part des États-Unis? Vous évoquiez un site américain recensant l'ensemble des centres traitant, j'ai oublié le nom, les différents protocoles qui sont en cours. Est-ce qu'il y a un risque pour la recherche? Alors, il faut savoir que jusqu'à preuve du contraire, ça peut changer dans l'avenir, mais l'Europe est un des principaux continents
sur ce qu'on appelle le recrutement des patients dans les essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il y a les Américains, il y a les Chinois aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde en Chine, mais l'Europe, quand on regarde les protocoles internationaux de recherche clinique, les pays européens, en général, représentent au minimum un tiers, voire dans certaines études, 50% des patients qui sont inclus dans les études. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Europe, je parle de l'Europe en général, la France est très bien placée dans ce contexte-là, surtout sur les innovations. Tout à l'heure, Steve parlait de Paris-Saclay en particulier. La France est extrêmement bien dotée sur les laboratoires d'innovation, mais l'Europe en général, on a des équipes, que ce soit en France, alors je vais mettre le Royaume-Uni, l'Angleterre dans l'Europe, parce que on travaille encore beaucoup avec eux, même s'il y a eu le Brexit. L'Allemagne, les pays nordiques, la Suède, la Norvège en particulier, et les pays plus du sud comme l'Espagne, l'Italie, les pays comme l'Autriche sont des pays aussi très 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 innovants. Et on a nos propres protocoles européens. On a aussi nos sociétés savantes européennes. On a l'IORTC qui est une grosse structure qui gère un peu la cancéro au niveau européen. Et puis après, par discipline, les cancers du sein, du côlon, tout ça, on a des sociétés à la fois françaises et européennes. On peut, nous, gérer notre recherche. On n'a pas forcément besoin des Américains pour ça. Contrairement à ce qui se dit, oui, ils sont bons, mais on n'est quand même pas mauvais non plus, quoi. Surtout en France, honnêtement. Hein. Non, mais Arnaud a raison, l'Europe et la France en particulier, on est très très moteurs dans la recherche clinique, dans l'innovation thérapeutique. Beaucoup de chercheurs français ont apporté des innovations, alors souvent, effectivement, ils sont captés par le continent américain, et après, ne soyez pas inquiets sur la diffusion de l'ensemble de ces protocoles et de ces nouveaux essais, parce qu'il y a de gros enjeux commerciaux. Particulièrement, il y a de gros enjeux commerciaux, il n'y a plus beaucoup de problématiques de frontières ou de rétention. Donc la pharmacie industrielle, quand elle développe des projets aussi, alors là c'est un peu plus complexe que la pharmacie industrielle d'ailleurs, mais quand il y a des enjeux thérapeutiques qui sont majeurs et avec derrière un développement commercial, il n'y aura pas de rétention. Il faut savoir en plus que ça, en France, on a une législation qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle des accès précoces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'accéder à des molécules qui seront peut-être sur le marché dans 2-3 ans au niveau légal. Et on a des programmes qui peuvent se discuter avec les autorités de santé pour permettre aux patients d'avoir accès très tôt à ces médicaments-là. Donc on a vraiment une structure très très favorable à l'innovation et à l'accès à l'innovation. Voilà, une dernière question, peut-être. Bonjour. Ah, ouais. Bonjour, docteur. Voilà, je voudrais savoir en hématologie... Je ne vous vois pas, en fait, je ne vois pas où vous êtes. Ah, voilà. Quelle est la différence entre un lymphome B et un lymphome T? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail de ça. En gros, c'est les lymphocytes, il y en a différents types. Je vous ai parlé de la moelle osseuse tout à l'heure qui fabrique les différents types de globules. Eh bien, dans la famille des lymphocytes, il y a des lymphocytes B, il y a des lymphocytes T, et dans chacune de ces familles, il y a encore des sous-populations lymphocytaires. Ces différentes sous-populations ont des rôles particuliers. Un lymphocyte B, ça ne ressemble pas à un lymphocyte T, ça n'a pas le même rôle dans l'organisme. Et est-ce qu'à notre époque, c'est normal qu'après un an de placement en milieu hospitalier, on ne sache pas encore définir si la personne est atteinte d'un lymphome B ou d'un lymphome T? On ne peut pas rentrer dans le détail des cas particuliers, on ne connaît pas les dossiers cliniques. Enfin, ça illustre quand même quelque chose d'important, c'est que ce que je vous ai montré, c'est des grands principes, mais que dans la réalité, quand on analyse des prélèvements d'un patient, c'est pas si simple que ça. C'est pas noir ou blanc. Il y a des tas de choses frontières et que c'est souvent difficile de déterminer exactement la nature et le type de la maladie. C'est aussi pour ça que la génomique nous aidera beaucoup dans l'avenir. D'accord. Merci, docteur. Voilà, vraiment une dernière question. Alors, il en faut une, sinon on n'avancera pas. Je crois que Madame levait le... Puis il y a une pause après, si vous avez des questions. Vous pourrez poser des questions à Arnaud à la pause. La dernière.
C'est pareil, madame. C'est très regrettable pour votre frère. On ne connaît pas le dossier. Probablement que votre frère échappe à cette prise en charge thérapeutique, malheureusement, et on le déplore. Mais c'est très complexe de rentrer dans le détail. On arrête un traitement quand on fait la preuve qu'il ne fonctionne plus et que ça ne marche pas. Et donc, ça ne sert à rien de poursuivre avec un traitement où on voit la maladie progresser. Et donc, on va basculer sur d'autres prises en charge, alors d'autres lignes de traitement. Et parfois, malheureusement, quand toutes les lignes de traitement ont déjà été éprouvées sur des soins palliatifs, je ne sais pas du tout où en est votre frère, c'est très compliqué de rentrer dans le détail du cas particulier. D'ailleurs, si on pouvait poser des questions plutôt d'ordre général, non, vous verrez le docteur Bedin par la suite. Mais en tout cas, merci pour toutes vos questions. Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très claire sur un sujet très complexe.